Alors, allons-y pour une petite étude dynamique du pendule. Un autre exemple de MHS. Le pendule, il est soumis à deux forces. En fait, la tension de la corde vers le haut ici et son poids vers le bas. Si par contre on étudie les forces qui s'exercent selon l'axe X qui représente l'axe de son mouvement, alors T, si vous remarquez, est perpendiculaire à l'axe X. Donc T n'a pas de composante selon X. Donc, autrement dit, T n'influence pas n'influence pas, n'a pas de composante dans le sens du mouvement ou dans le sens inverse du mouvement. Par contre, qu'est-ce qui va influencer dans le sens du mouvement? C'est cette composante-là ici du poids. La composante du poids qui est parallèle à l'axe X. Donc, dans le fond, on a que la somme des forces en X sur le pendule est égale au poids, mg, en X. Et ici, mg en X, c'est mg sin θ. Donc ça, c'est juste un peu de géométrie. D'abord, c'est qu'on retourne... Ici, on a l'angle θ, l'angle du pendule par rapport à la verticale, mais on retrouve l'angle θ ici. Fait qu'à partir de ça, ici, on a un angle droit. Donc, on peut aller chercher le côté opposé à l'angle θ avec un sinus. Et en fait, il faut aussi rajouter un moins puisque la force ici est orientée vers l'axe des x négatifs. Donc, moins mg sin θ. Et là, en fait, ce qu'on va utiliser à ce stade-ci une définition d'un angle. On va supposer que l'angle θ est exprimé en radian. Okay? Donc ici, on va exprimer cet angle-là en radian. Vous allez voir pourquoi, c'est parce que ça va nous permettre de faire des simplifications, en fait. Donc, selon la définition d'un angle en radian, on peut dire que l'angle θ en radian est égal à x sur L. X étant la distance ici, dans le fond, c'est ça, la longueur de l'arc de cercle entre la position de référence 0 et la position actuelle du pendule. Donc, x, c'est la longueur de cet arc de cercle. Et L, c'est la longueur du pendule, ce qui correspond, en fond, au rayon du cercle. Donc, autrement dit, c'est comme vous voyez ici, on a un secteur de cercle. Alors, vous avez vu ça sûrement déjà au secondaire, là, la longueur de l'arc de cercle est égale au rayon du cercle, qui est ici la longueur du pendule, fois l'angle qui est sous-tendu. L'angle θ ici, l'angle sous-tendu par le secteur, mais exprimé en rad. Très important, θ doit être exprimé en rad. Donc, autrement dit, θ est égal à x sur L, si θ est exprimé en rad. Ça provient en fait, ça provient de la définition même d'un radian. Un radian, c'est défini comme ça. C'est le ratio, le rapport entre la longueur de l'arc de cercle qui est sous-tendu divisé par la longueur de l'arc, le rayon du cercle. OK, donc on part de ça et là, on va remplacer notre θ par ceci. Donc, on va remplacer notre θ par x sur L. Et là, à partir de là, on va faire une simplification. On va utiliser ce qu'on appelle l'approximation des petits angles. On va s'en servir souvent en passant dans le cours. Là, donc, c'est en fait l'approximation qui dit que le sin d'un angle est à peu près égal à l'angle lui-même, si cet angle-là est exprimé en rad, si l'angle est beaucoup plus petit que 1 rad. Donc, le sinus d'un angle est à peu près égal à l'angle lui-même en rad si l'angle est très petit. Vous pouvez laisser sur votre calculatrice, calculer par exemple le sinus de, calculer le sinus de 0.001. Vous allez voir que ça va vous donner très proche de 0.001 rad. Il faut que votre calculatrice soit en rad, bien sûr, quand vous faites ce calcul-là, sinon ça ne fonctionne pas. En degrés, ça ne fonctionne pas. C'est ça ma rad. Donc, si vous faites le calcul de sin de 0.001 rad, ça devrait vous donner autour de 0.001. Pas exactement, mais proche. Puis plus votre angle est faible, plus cette approximation-là est valide. Donc, plus la valeur de la réponse du sin est presque identique à l'argument du sinus. Donc, ici, on va pouvoir utiliser cette approximation-là parce que, en fait, quand on a un pendule, on peut supposer raisonnablement que l'angle auquel le pendule va osciller va être faible.
On va pas nécessairement étudier des pendules on partira pas le pendule à un angle de 90 degrés par rapport à la verticale. On va étudier des mouvements qui sont assez, en fond, de faible angle. Donc, l'amplitude va osciller peut-être de, mettons, moins 5 degrés à plus 5 degrés. Fait que c'est des mouvements de faible amplitude. Donc, l'angle reste toujours petit. Fait que ça, c'est valide si, dans le fond, le X est assez petit par rapport à la longueur L du ressort, du pendule. Alors, nous autres, on va utiliser cette approximation-là. Alors, dans le fond, on peut remplacer le sinus par l'angle lui-même. Ça veut dire que de, le sin de x sur L, on va le remplacer simplement par x sur L, autrement dit. Donc, on va avoir que la somme des forces en x sur le pendule est égale à moins mg fois x sur L. Et là, si on se rappelle notre formule générale pour un mouvement harmonique simple, c'est que la somme des forces en x est égale à moins une certaine constante positive fois la position. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a moins une certaine constante positive fois la position. Donc effectivement, vous voyez, ça c'est une preuve comme quoi un pendule est un mouvement harmonique simple, parce qu'elle respecte notre définition dynamique du mouvement harmonique simple. Donc, euh, Donc, de façon plus explicite, c'est ça ici qu'on avait vu pour un mouvement harmonique simple. Moins la masse fois oméga carré x. Et pour le pendule, on a moins mgx sur L. Donc, si on égalise les deux, moins m oméga carré x est égal à moins mgx sur L. Donc, dans le fond, les x s'annulent, les moins s'annulent, les masses s'annulent. Et ce qui permet d'aller chercher la fréquence angulaire du mouvement du pendule. Oméga est égal à racine de g sur L. J'ai le champ gravitationnel à l'endroit où se trouve le pendule. Donc, si on est à la surface de la Terre, G vaut 9,8 et 9,8 newtons par kilogramme et L, la longueur du pendule. Et encore une fois, ici, on est dans la situation où c'est pas une oscillation forcée, c'est vraiment, dans le fond, on laisse le pendule aller à sa fréquence naturelle. Donc, la fréquence qu'on vient de trouver, c'est bel et bien la fréquence naturelle du pendule. Donc, on va mettre l'indice 0 pour spécifier ceci. Donc, ça, c'est la pulsation naturelle du ressort, du pendule. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est que plus le champ gravitationnel est élevé, donc plus la gravité est forte, plus votre pendule va osciller rapidement. Donc, autrement dit, si vous mettez un pendule sur Jupiter, à la surface de Jupiter, la gravité est plus forte que sur Terre, donc le pendule va osciller plus rapidement que sur Terre. À l'inverse, si vous importez un pendule sur la Lune, la gravité est 6 fois plus faible sur la Lune que sur Terre, donc votre pendule va osciller plus lentement que si vous l'amenez sur la Lune. Votre pendule va osciller très lentement, tandis que si vous l'amenez sur Terre, votre pendule va osciller considérablement plus rapidement. Ensuite de ça, on remarque que c'est aussi le oméga 0 est inversement proportionnel à la longueur du ressort, du pendule. Donc, ça veut dire que si vous avez un long pendule, son mouvement va être assez lent. Tandis que si vous avez un court pendule, son mouvement va être très rapide de part et d'autre. Vous pourrez l'essayer à la maison. Faites l'expérience. Et essayez avec un long pendule, essayez avec un court pendule et observez combien de temps ça prend pour les deux pour qu'ils fassent un tour. Lequel est le plus rapide entre les deux? Vous allez voir que le petit pendule est beaucoup plus rapide. Alors, c'est ça qui nous permet effectivement de constater notre équation. Ça, cette équation est limitée à une faible amplitude puisqu'on a utilisé l'approximation des petits angles. Donc, autrement dit, si vous amenez votre pendule pour que sa position initiale soit comme ceci à 90 degrés d'angle, ça ne marche pas. En fait, l'équation ne tiendra pas. Cette équation-là, on l'a démontrée dans le cadre d'un mouvement à faible amplitude. Donc, il faut faire attention. Hein. Ça, c'est un des intérêts de savoir d'où viennent les équations, de voir les démonstrations des équations, c'est de voir c'est quoi les limites de l'équation. Cette équation-là, elle ne s'applique pas dans n'importe quelle situation. Si vous amenez un pendule comme ça à 90 degrés d'angle initial, l'équation n'est pas valide. Donc, c'est faire attention à ça. C'est une approximation pour des petits angles.
pour une petite amplitude. Donc, par exemple, si vous amenez plutôt votre pendule, mettons, comme ceci, au début de son mouvement, là, ça va être correct. L'équation va être utilisable. Pour terminer la section, il y a une dernière chose qui est intéressante, c'est la notion de résonance. Donc, par rapport à ça, je vais vous laisser lire dans votre manuel. C'est très descriptif, mais c'est juste une page. C'est la section qui s'appelle le fréquence naturelle et résonance. La dernière page là, est quart de la section. C'est intéressant parce que un système oscillatoire peut entrer en résonance. C'est un mot qui est quand même assez important, ce mot-là, le mot résonance en physique. Un résonance, ça veut dire que l'amplitude de l'oscillation va augmenter énormément. À chaque cycle, l'amplitude va augmenter jusqu'à un certain maximum. Et cette résonance-là va se produire lorsque vous excitez le système avec une fréquence qui est proche de la fréquence naturelle d'oscillation. Alors, un exemple classique, c'est la balançoire. Donc, je vais vous laisser lire encore une fois la section, là, mais juste vous dire rapidement. D'ailleurs, il y a une photo d'une personne qui se balance en manuel. Alors, lorsque vous poussez quelqu'un sur une balançoire, si vous la poussez, mettons, vous lui donnez comme une poussée par seconde, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas vraiment créer un beau mouvement, une grande amplitude de mouvement en faisant ça. Même si vous le poussez, mettons, ou à l'inverse, si, mettons, vous le poussez une fois par heure, ben, vous réussirez pas non plus à créer une oscillation intéressante. Vous ne réussirez pas à créer une résonance. Vous ne réussirez pas à ce que la personne ait vraiment un mouvement appréciable, une grande amplitude de mouvement. Alors, euh, si vous voulez que la personne ait si vous voulez, mettons, vous poussez un enfant sur une balançoire, et vous allez le pousser à certains moments très précis, c'est-à-dire quand la personne revient vers vous. Donc, au moment où l'enfant revient vers vos mains, là, vous allez le pousser. Fait que ce faisant, dans le fond, vous allez pousser le système, vous allez pousser l'enfant une fois par cycle. Vous allez le pousser exactement à la même fréquence que sa fréquence naturelle d'oscillation. Et ce faisant, vous allez créer ce qu'on appelle une résonance. Donc, dans le fond, l'amplitude de l'enfant va pouvoir augmenter à chaque cycle comme ça, euh, jusqu'à un certain degré. Donc, voilà, c'est ça qu'on appelle la résonance. C'est quand on excite un système, c'est-à-dire qu'on lui donne une force qui est à la même fréquence que la fréquence naturelle d'oscillation du système. Alors, un enfant qui se balance, ben, sa fréquence d'oscillation, si vous voulez, mettons que l'enfant, il fait juste se balancer puis il exerce aucune force, et la fréquence à laquelle vous le voyez osciller, c'est ça sa fréquence naturelle d'oscillation. Fait que si vous l'excitez avec la même fréquence que sa fréquence d'oscillation, c'est-à-dire que vous lui donnez une poussée à chaque fois qu'il revient en haut dans son cycle, ben, vous allez créer une résonance. Donc ça, c'est un exemple classique là, de résonance. On va reparler de résonance dans d'autres contextes dans le chapitre 1. Par exemple, quand on va parler du son, on va voir que bon, on peut créer bien sûr de la résonance aussi avec du son. Donc, un concept qu'on va réinvestir dans un autre contexte un peu plus tard dans le cours. Alors voilà qui termine ce que je voulais faire sur cette section-ci.